Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire où nous accueillons Eric Lefort. Bonsoir Eric. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Alors Eric va nous proposer ce soir sous forme de webinaire donc une synthèse, je dirais, de la formation de 3 heures qui a été dispensée le 12 mai, tout ça dans le but que les gens qui l'ont vu déjà la formation, qui ont assisté à la formation puissent avoir un rappel utile et que les personnes qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer sur Paris puissent également disposer de ce contenu. Donc voilà, ce webinaire sera enregistré, enfin est actuellement enregistré, sera converti en vidéo, puis mis en ligne sur notre chaîne YouTube d'ici la fin de semaine. Donc, et d'ici la fin de semaine, vous recevrez également, non, je pense que même c'est dans le cours du webinaire que Eric vous montrera où trouver carrément la présentation. Donc, c'est pas la peine non plus de prendre votre stylo et de recopier toutes les diapositives. Donc, je laisse sans plus tarder la parole à Eric. Oui, donc bonsoir à toutes et tous. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'on a appelé dans le titre l'analyse technique mathématique, au sens où on va examiner quelques figures, quelques indicateurs et la façon de les comprendre, bien sûr, au départ, et la façon de les utiliser. Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est pas valable d'après les tests? Est-ce qu'on peut arriver à en tirer quelque chose? Donc, dans l'ordre, on verra les cassures tout simplement, les triangles, les biseaux, la MACD, le RSI, la stochastique et pour finir la STPMT rapidement. Donc, en ce qui concerne les cassures, je vous rappelle que vous avez en standard dans NanoTrader un traceur de cassures, c'est-à-dire un traceur qui permet de joindre deux sommets quand c'est faisable, quand les conditions sont requises en fait. Ensuite, une fois que les sommets sont joints, il affiche une continuation ici en vert, ce qui vous permet d'avoir un achat automatique ou tout au moins un signal vous permettant d'entrer sur le marché sur les cassures haussières ici, par exemple. Donc là, vous avez un exemple de plusieurs cassures haussières. Il existe également la cassure baissière qui, elle, fait partie du pack Mogalef, donc que vous n'avez pas forcément, mais que vous pouvez acquérir assez facilement. Alors, je vais sauter un petit peu la description des paramètres parce que c'est long. Vous avez la possibilité de retrouver en fait cette description de paramètres que je vous montre. Pardon, je suis sur forum. Voilà. Donc sur le site Mogalef Trading, dans le menu indicateurs, vous avez le mode d'emploi des indicateurs et vous avez donc à quoi correspondent les paramètres de la cassure haussière, sachant que les paramètres sont toujours à peu près les mêmes et les paramètres d'autres indicateurs éventuellement si vous voulez approfondir un petit peu. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir si, ici en l'occurrence, je prends la cassure haussière puisque tout le monde pourra en discuter, de voir si l'intégration au trading de la cassure haussière est intéressante ou pas. Alors, globalement, on voit que vous avez ici donc le graphe et des cours et en dessous l'equity, c'est-à-dire le gain ou la perte engendrée par les trades successifs de cassure. C'est-à-dire qu'ici, en l'occurrence, on prend la cassure haussière et simplement, au niveau des sorties, on sort au bout de 14 bougies. Donc, c'est vraiment, on n'a pas soigné du tout les sorties, hein, c'est juste pour avoir une idée de la validité de la cassure comme signal intéressant ou pas. Alors ici, vous voyez, j'ai marqué sans filtre parce que ce qui est important, ce n'est pas forcément le signal, mais c'est le couple signal-filtre. En fait, la plupart des signaux sans filtre ne sont pas vraiment utilisables. Il faut toujours utiliser un filtre pour garder un maximum de trades gagnants et éliminer un maximum de trades perdants. Donc ça, on regarde ça sur l'historique pour voir ce qui est possible ou pas. Ici, en l'occurrence, voilà un filtre qui est sévère, en fait, ici, qui s'appelle la zone neutre, neutral zone. Alors, c'est un filtre qui regarde, en fait, la position des cours par rapport à la MM 150 et au retracement 90, à la MM
exponentielle 150, ici en bleu, et le retracement 90, ici en vert. Je vous rappelle que le retracement 90 s'appelle le WHS retracement 90 sur votre plateforme. Donc, il est accessible et on peut l'utiliser en filtre. Par contre, ici, vous voyez, j'ai utilisé le filtre Neutral Zone qui, lui, n'est pas en standard sur la NanoTrader, mais que vous pouvez très facilement installer. Là, je reviens ici sur le site Mogalef Trading. Vous allez cette fois dans le menu Home où vous avez les conférences données. Alors, l'indicateur en question, enfin le filtre en question, a été décrit en 2021. Et vous voyez, pour chaque conférence, en fait, vous avez possibilité d'accéder au PDF de la conférence. Et ici, en l'occurrence, vous avez l'indicateur de zone neutre. Donc, c'est très simple pour l'intégrer à votre plateforme. Vous le téléchargez en cliquant simplement dessus. Vous le téléchargez et vous le mettez dans le répertoire express de votre NanoTrader. Et là, vous l'aurez à disposition en filtre ou même pour afficher dans votre station, future station, dans votre NanoTrader. Pardon. Je reviens au PowerPoint. Je vais relativement vite, je vous prie de m'excuser, mais c'est impératif puisqu'on dispose quand même de relativement peu de temps. Donc vous voyez qu'en utilisant le filtre Neutral Zone, on arrive à un pourcentage de trades gagnants qui est important, c'est-à-dire on élimine la quasi-majorité des trades perdants, mais par contre on a très peu de trades. Donc il peut être utile d'utiliser un autre filtre qui est le Mogalef Trend Filter, qui est disponible éventuellement sur votre plateforme aussi, que vous pouvez acquérir. Le Mogalef Trend Filter se présente comme ça. C'est-à-dire qu'il peut prendre des valeurs 1, 2, 3, 4, je peux voir de 5, 6, 5, 6 ou 7, 8 en fait. Et donc, plus la valeur est élevée, plus on est haussier, plus la poussée est haussière. C'est un indicateur de poussée en fait. Ce n'est pas vraiment un indicateur de position des cours. Ça analyse la structure de bougie et ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'est la poussée actuelle. Donc 1, 2, ça veut dire poussée baissière. 3, 4, ça veut dire range légèrement baissier. 5, 6, ça veut dire range légèrement haussier. Et 8, 7 et 8, ça veut dire haussier. Donc il est possible de prendre chacun des cas et de filtrer en fonction de chacun des cas, c'est-à-dire par exemple de ne garder que les cassures haussières qui sont avec les valeurs 7 ou 8 du Mogalef Trend Filter. Ici, en l'occurrence, toutes les valeurs sont prises. Tout ce qu'on a fait, c'est filtrer les cas 1 et 2. Vous voyez, on a filtré les cas 1 et 2, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de trade si le Mogalef Trend Filter indique que la poussée globale est baissière. Pour quelque chose de haussier, c'est tout à fait normal. Mais vous voyez que la mesure de cette poussée, du sens de la poussée, en fait, est très, très utile pour filtrer les signaux. Donc, on voit que les cassures haussières sont intéressantes à condition que la poussée soit globalement haussière. Donc, j'ai été rapidement sur les cassures parce que c'est quand même quelque chose que tout le monde connaît à peu près. Maintenant, on voit qu'en filtrant correctement les cassures, c'est-à-dire en utilisant les cassures que si la poussée n'est pas baissière, eh bien, on arrive à obtenir quand même quelque chose de relativement intéressant avec de très bons trades et des petits trades qui ne sont quasiment jamais perdants. Un trade moyen ici, vous voyez, de 92, qui est tout à fait correct. Et maintenant, on passe aux triangles. Alors, les triangles haussiers ou baissiers, donc les cassures sont utilisables. Surtout les cassures haussières, c'est plus facile à utiliser que les cassures baissières. Les triangles. Alors, qu'est-ce qu'un triangle? Bien sûr, vous connaissez, c'est-à-dire qu'on relie deux points en haut et en bas, au-dessus et en dessous, qui doivent converger. Et là, pareil, vous avez possibilité d'avoir un détecteur de triangles automatique dans les outils Mogalef. Et donc, ou bien sûr, de les tracer vous-même à la main
pour avoir une idée de ce que ça peut donner. Alors ici, en l'occurrence, c'est relativement simple, c'est-à-dire que l'indicateur détecte un triangle et ensuite il trace la continuation du triangle. Quand la clôture dépasse ici le haut du triangle haussier, alors on part à l'achat. Parallèlement, un stop est instauré, ou bien sur la ligne inférieure, ou bien légèrement en dessous de la ligne inférieure, comme on veut, ou même légèrement au-dessus, si vous voulez. Ceci est réglable au niveau du stop pour les triangles. Donc les triangles baissiers, c'est exactement la même chose. Voyez, donc ça permet de tracer des triangles et dès qu'on passe à la baisse, dès qu'on casse à la baisse, eh bien on part baissier, on vend donc le marché. Alors, si on examine la rentabilité ici, en fait, la courbe d'Equity, c'est une courbe de rentabilité, une courbe de gain. Si on examine la rentabilité globale de... Il y a quelqu'un qui n'a pas le son. Bon, j'espère que ce n'est que provisoire. Alors, pour moi, j'entends bien. Je pense que tout le monde, enfin, hormis Marc, qui a peut-être déjà eu un problème à la connexion, je sais. Alors, bien sûr, s'il n'a pas le son, il ne va pas nous entendre. Il faut relancer l'application. On va lui dire de relancer l'application. Je pense que d'autres personnes n'ont pas de problème, ou alors il faudrait. Oui, a priori, oui, c'est pas quelque chose de général. Bien, voilà, j'entends bien. Donc, je lui mets un petit message. Tu peux continuer. D'accord. Donc ici, vous avez donc les triangles longs associés au stop triangle que l'on vient de voir. Vous savez, le stop qui suit la partie inférieure du triangle, en fait. Si on examine la rentabilité globale de ce système, de cette façon de faire, en fait, on voit que globalement, on arrive quand même à tirer quelque chose des cassures haussières de triangle. Donc, mais par contre, on a quelque chose de très intéressant ici, mais dès que la volatilité diminue, ça devient un petit peu plus délicat. Alors, si on utilise le Mogalet Trend Filter, on voit qu'on tombe toujours à peu près dans la même proportion. La différence ici, se situant ici, c'est l'indication du trade moyen. Ça veut dire ici, on est sur le futur DAX, ça veut dire qu'à chaque trade, on a un potentiel, on gagne en moyenne 313 €. Donc 313 € gagnés à chaque trade. Et vous voyez qu'avec le Mogalet Trend Filter, en fait, on gagne plus, bien qu'on ait moins de signaux, puisque le trade moyen, cette fois, est passé de 400 à 471 €. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rentre sur le marché, on gagne en moyenne 471 €. Donc c'est intéressant, toujours avec le filtre. Hein. Par contre, le filtre n'évite pas les périodes de plat, mais permet de garder des gros gains sur les périodes où la tendance est plus forte. Au niveau des triangles baissiers, cette fois, si on laisse en fait juste l'utilisation du stop de triangle, on voit qu'il y a beaucoup de signaux là, par exemple. Donc, ils sont beaucoup plus délicats en fait à sélectionner. Et vous voyez qu'en moyenne, on ne gagne entre guillemets que 146 € si on suit le signal de triangle baissier. On ne gagne en moyenne 146 €. C'est pas mal, mais il peut mieux faire. Bien que globalement, ce qui est intéressant, c'est que la courbe, malgré le fait qu'ici on soit en train de monter, par exemple, la courbe de gain, elle, augmente quand même, bien qu'on qu'on ne travaille qu'à la baisse. Ici, est-ce que j'ai mis un... Non, je n'ai pas mis de filtre. Je regarde. Non, je n'ai pas mis de filtre. Donc, même sans filtre, alors donc, il suffit en fait il suffit entre guillemets, il est relativement quand même facile quand on a une courbe comme ça de gain relativement régulière, il est intéressant de la filtrer, mais pas trop la filtrer. On la filtre juste pour augmenter en fait le trade moyen si possible, sachant que maintenant nous sommes dans un marché, ça a changé depuis un mois, nous sommes dans un marché, enfin pas depuis un mois d'ailleurs, ça date d'un petit peu avant.
mais nous sommes dans un marché baissier, donc l'utilisation des triangles baissiers va être de plus en plus intéressante. On le voit particulièrement ici, vous voyez, dans la partie où le marché est à la baisse relativement violent. Là, on voit qu'on arrive à faire des gains très, très importants en utilisant les triangles baissiers. Je vous parle maintenant du biseau pour finir sur les figures graphiques et après on attaquera les indicateurs en fait. Donc le biseau, c'est le même système, c'est pas comme un triangle. En fait, là, les deux parties en fait du biseau sont non pas parallèles mais convergentes cette fois. Et c'est le même système, c'est-à-dire quand on a un biseau qui est dans le sens de la baisse avec une hausse juste avant, alors on cherche à prendre position quand le biseau est cassé en clôture pour essayer de profiter de la continuation de tendance. Là, c'est pareil. On a eu une poussée baissière. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais probablement quelque chose à la baisse. Et un biseau ici est tracé automatiquement. Maintenant, vous pouvez le tracer à la main, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les tracés automatiques des outils Mogalef. Donc, vous pouvez le tracer à la main et vous ne rentrez à la baisse cette fois que quand le bas du biseau est cassé, qui permet de bénéficier d'une continuité. Alors, si on utilise à la fois les biseaux haussiers et les biseaux baissiers, et qu'on cherche à voir ce que donne en fait la rentabilité de cette façon de procéder, on s'aperçoit que globalement, c'est quelque chose d'intéressant. Avec bien sûr des hauts et des bas, surtout qu'on prend tout là, on n'a pas de filtre, on n'a rien. Dès qu'il y a un biseau qui se trace, on le prend, on sort au bout de 30 bougies. Voilà. Donc le trade moyen s'établit à 300 euros, ce qui est très bien déjà, avec un système, une façon d'entrer sur le marché qui n'est pas filtrée. Maintenant, si on filtre uniquement les triangles longs, cette fois avec le Mogalef Trend Filter, on s'aperçoit qu'on a des gains par trade qui sont beaucoup plus importants, c'est-à-dire qu'on gagne non plus 300 euros, mais 510 euros cette fois. Donc, 510 euros à chaque fois que vous rentrez sur le marché, en fait, en moyenne, vous gagnez 510 euros. En utilisant cette méthode donc des triangles uniquement haussiers, et avec juste un time stop de 30 minutes. Mais cette fois, on a filtré avec le Mogalef Trend Filter. Donc, l'avantage ici du filtrage fait que le trade moyen est beaucoup plus important. Hop, voilà. Je suis parti dans le mauvais sens. Je regardais au passage s'il n'y avait pas de questions. Maintenant, ce qui est assez amusant, c'est que là, j'ai réglé le filtre Mogalef Trend Filter pour les entrées longues, uniquement les biseaux, donc acheteurs. Eh bien, je me suis aperçu que si on faisait le long plus le short, mais avec ce même réglage de Mogalef Trend Filter, c'est-à-dire réglé pour les longs, eh bien, on arrive quand même à avoir quelque chose de très intéressant. Donc, on peut éventuellement utiliser un filtrage comme vous avez vu sur le Mogalef Trend Filter. Vous savez, les filtrages ici, je vous ai laissé les paramètres sur le côté à chaque fois. Et on peut l'utiliser pour l'ensemble des triangles, en fait, que ce soit long ou short, pour une fois. Alors, le Mogalef Trend Filter, réglé pour les longs, est valable également pour les shorts. En fait, en pratique, la majorité du temps, il n'y a qu'un réglage pour les longs et un réglage pour les courts, ce qui est relativement logique. Là, c'est un petit peu illogique, mais ça nous laisse un trade moyen qui est quand même très important. Donc, l'utilisation en fait des biseaux semble, je dirais pas facile, mais intéressante au point de vue trading. Ça semble être un excellent signal. Quelle valeur de répulse, je vois une question ici. Quelle valeur de répulse vous utiliseriez sur les graphes en 1, 5 ou 15 minutes pour le trend filter? D'une manière générale, on part sur des valeurs 1, 90, 150. On le voit là.
Voilà, vous voyez, R1, 1, 90, 150. C'est-à-dire qu'on utilise des répulses, répulse 1 pour différencier la dernière bougie pour savoir si elle est haussière ou baissière, répulse 2 pour une orientation moyen terme, je dirais, et répulse 3 pour l'orientation long terme de la poussée. Alors, quelle que soit l'unité de temps, on part toujours de là et après, éventuellement, on essaye de régler. Mais ce sont des réglages qui sont quasiment, je ne dirais pas universels, mais presque. Donc, essayez de partir de là, puis n'essayez pas trop d'optimiser, en fait. Donc ça, on l'a vu, l'amplitude short avec le filtre MTF réglé pour les longs. Et on attaque les indicateurs. Est-ce qu'il y a des questions sur les figures? J'attends 30 secondes. J'en profite pour boire un coup. C'est pas de la vodka, je vous rassure. Non, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, on va maintenant examiner les indicateurs les plus courants, plus un indicateur un petit peu moins courant. Donc, la MACD, il ne faut pas oublier ce que c'est. Toujours savoir ce qu'est un indicateur. La MACD, c'est la Moving Average Convergence-Divergence, hein. La moyenne mobile, la convergence-divergence de moyenne mobile en français. Donc, c'est la différence entre deux moyennes mobiles. La plupart du temps, on utilise la 12 et la 26 et la 9 et la 19, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué à l'envers, la 9 et la 19 pour certains qui veulent une MACD un petit peu plus réactive. Mais l'inconvénient de la réactivité, c'est souvent l'abondance de signaux, une abondance un petit peu trop forte. Alors, ce qu'on utilise, enfin ce qu'on vous recommande d'utiliser d'une manière générale, souvent, c'est le croisement de la MACD avec sa moyenne mobile. Regardez ici la façon dont se lit la MACD. Ici, vous avez la MACD en bleu et sa moyenne mobile en rouge. Donc, ce qu'on vous dit, c'est acheter quand la MACD passe au-dessus de sa moyenne mobile et vendez quand elle passe en dessous de sa moyenne mobile. On a l'impression que c'est super, mais attention, le croisement, il est là. C'est-à-dire, on vous dit de vendre à ce niveau-là, et là, l'achat, il est là. On vous dit d'acheter à ce niveau-là. Donc, achat ici, vente là. Pas bon. Pour les petits mouvements, c'est pas bon. En ce qui concerne les grands mouvements, c'est nettement meilleur. Et donc, avec la 9,19 et moyenne mobile 6, qui est classique, on n'a rien de convaincant. Honnêtement, c'est même plutôt mauvais. Donc, je vais garder ici les valeurs habituelles de la MACD, c'est-à-dire la moyenne mobile 12, la moyenne mobile 26, et pour la moyenne de la MACD, une moyenne de MACD de 9. Ici, on considère les achats seuls et on voit ce que ça donne. Donc, tous les croisements de MACD sont pris ici et on s'aperçoit que globalement, apparemment, ça ne donne rien. C'est-à-dire que ça ne fait pas gagner d'argent. Et là, j'ai pas mis les frais, donc ça fait plutôt en perdre de l'argent si on utilise uniquement le croisement de la MACD et de sa moyenne mobile. Alors, par contre, si on est sur l'achat seul et qu'on intègre le Mogalef Trend Filter avec les réglages que vous voyez ici, c'est-à-dire là, on fait un filtrage en fonction de la poussée. Et là, vous voyez, on passe de cette courbe sans filtre à cette courbe avec filtre. Donc, quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup moins de trade, mais au moins quelque chose de globalement gagnant avec un petit aplat ici, un petit problème là, mais ça repart aussi sec derrière. Et pourtant, là, on est en achat seul. Vous voyez, sur la partie baissière ici, la partie de cours qui est baissière, il correspond quand même, avec de la volatilité, une partie gagnante. C'est-à-dire que même en marché baissier, si on filtre correctement,
alors on arrive à avoir quelque chose d'intéressant avec les croisements de MACD et de sa moyenne mobile. Le croisement de MACD et sa moyenne mobile, mais cette fois dans l'autre sens. Ici, donc, toujours la MACD moyenne mobile 12, moyenne mobile 26 et moyenne de MACD 9. On examine cette fois la vente seule. Et là, on voit que c'est globalement négatif sur cette partie haussière là, et puis sur une partie molle, je dirais, sans gain apparent. Globalement, en fait, on ne gagne apparemment pas en vendant le croisement de MACD et de sa moyenne mobile, on ne gagne pas d'argent, a priori. Maintenant, même problème, enfin même punition, si je puis dire. Là, on garde donc la vente seule, mais on filtre. Donc, vous voyez l'importance du filtre. Le filtre est très important puisque, quel que soit le filtre que vous utilisiez, il faut que votre filtre vous fasse passer de ça, c'est-à-dire quelque chose de perdant, à éventuellement quelque chose de difficilement gagnant, mais gagnant quand même. Ça, c'est pour vous souligner vraiment l'importance que peut avoir le filtre dans le trading. Alors, certains utilisent des fils de moyenne mobile. J'ai essayé les moyennes mobiles. Les fils de moyenne mobile, honnêtement, ça fonctionne uniquement si le mouvement est très grand en durée. Donc, sinon, ça fait perdre de l'argent. Donc, globalement, c'est pas utile. Enfin, c'est pas stable. Le gain n'est pas stable si on utilise une moyenne mobile. Alors, l'indicateur de divergence MACD. Maintenant, on va examiner non plus le croisement de la MACD avec sa moyenne mobile, mais les divergences de MACD. Alors, l'indicateur de divergence MACD, vous pouvez le trouver donc dans les indicateurs standards, puisque c'est un indicateur que j'ai donné à WHS, donc le signal MACD divergence qui se trouve dans le WHS Store, WHS, signaux, etc. Mais pour le retrouver, c'est assez simple. Hein. Vous tapez ici dans la barre de recherche, en fait, vous mettez MACD div, ça suffira et il apparaîtra tout seul et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus plutôt que d'aller le chercher dans les répertoires, sous-répertoires, etc. Vous l'avez également, bien sûr, dans les indicateurs Mogalef, hein, avec beaucoup d'autres indicateurs, le MACD divergence, les stops, les bandes, les répulses divergence, le stop intelligent, la STPMT divergence, les triangles dont je vous parlais, les biseaux dont je vous parlais, etc. Mais en ce qui concerne la MACD, donc vous l'avez ici directement. Alors, ici, donc, vous voyez, je garde les valeurs 12 et 26 qui sont les valeurs standards, en fait, de MACD. Alors, qu'est-ce qu'une divergence, hein? Vous savez probablement, je rappelle très vite, on a un sommet sur l'indicateur, un sommet sur les cours et un sommet sur les cours qui est plus haut que le sommet précédent, alors que sur l'indicateur, le sommet est plus bas que le sommet précédent. Alors, on a ce qu'on appelle une divergence. Divergence qui est considérée la plupart du temps comme un signal baissier, c'est-à-dire un signal de vente, un signal d'entrée en vente. De même, vous voyez ici, là, on a un signal d'entrée à l'achat, car le bas des cours ici est plus bas que le précédent, mais le bas de l'indicateur est plus haut que le précédent. Donc, on a une divergence de comportement cette fois, une divergence qui implique cette fois un signal à l'achat. Alors, le type de divergence détectée, je ne vous ai pas mis ici, voilà. Alors, il existe les divergences donc normales, hein, celles que je viens de vous décrire, avec le bas plus bas que le précédent et le bas plus haut que le précédent. Ce sont des divergences d'inversion, inversion de tendance. Puisque vous voyez, là, on va contre la tendance. En fait, ce sont des signaux contre tendance. Il existe aussi ce qu'on appelle les divergences cachées, que vous avez possibilité, ou inverse. Cachées ou inverse, c'est la même chose. Hein. Donc, vous avez possibilité donc de les afficher.
ou bien vous affichez les divergences normales, classiques, celles qu'on voit à l'écran ici, ou bien les divergences inverses, ou bien les deux. Ici, j'ai choisi d'afficher les deux. Alors voilà une divergence inverse. Qu'est-ce qu'une divergence inverse? Ce n'est pas une divergence de retournement, c'est une divergence de continuation. Elle ne se juge pas sur les bas, elle se juge sur les hauts, en fait. Ici, vous avez un haut plus haut que le haut suivant sur les cours, alors que sur l'indicateur, vous avez un... non, oui, le haut plus haut, alors que sur l'indicateur, le haut ici est plus bas que celui correspondant. Ça indique une continuation dans le sens de la tendance, probablement sur une seule poussée. J'insiste là-dessus. Ça, c'est l'expérience en fait de l'utilisation et de la vision des cours au fur et à mesure. Je n'ai pas de mesure précise par contre, mais très souvent, c'est la dernière impulsion. C'est quelque chose que j'ai constaté vraiment avec un fort pourcentage, mais je suis incapable de vous donner le pourcentage exact. Donc attention, une divergence inverse ou divergence cachée, qui vous indique une continuation, souvent c'est pour une seule impulsion, en fait, pas un mouvement total. Alors qu'est-ce que ça donne quand on utilise donc les divergences de MACD l'après-midi sur le futur Eurostoxx? Je ne trouve pas de filtre efficace, y compris le Mogalef Trend Filter. Voilà donc la courbe de gain correspondante, divergence MACD. Ici, on a les divergences tic-tac-toc que je vois. Pardon, là c'est marqué ici. Les divergences normales, uniquement les divergences classiques, les divergences normales et pas les divergences inverses. Donc c'est quelque chose qui, je dirais, la plupart du temps ne génère pas de gains. Là, on a une période où on a des légers gains qui se succèdent en fait. Mais vous voyez, dès que la volatilité augmente, là, ça devient très difficile et on a des forts gains, certes, mais on a des fortes pertes également. Donc, difficile à utiliser tel quel. Et par contre, là, j'ai mis en 30 minutes, mais non plus l'après-midi, mais le matin. Donc, sur le matin, par contre, on voit que les divergences MACD sont plus intéressantes globalement. On a aussi des périodes, bien sûr, de plat, des périodes où on ne gagne pas, mais il y a des périodes de gains qui se succèdent pour faire globalement de l'utilisation des divergences MACD quelque chose de rentable. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'on va pouvoir filtrer ce résultat, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir enlever le maximum de trades perdants et garder le maximum de trades gagnants. Alors, voilà ce que ça donne donc le matin jusqu'à 13h30. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé le filtre MTF pour changer. Les paramètres sont ici. Pour Hervé, vous voyez, je garde toujours là 1, 90, 150. En général, je ne bouge pas personnellement. Maintenant, vous pouvez trouver mieux, peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à filtrer vraiment correctement. On garde cette période à plat, qui n'est plus tout à fait à plat, mais légèrement ascendante. Mais globalement, la courbe de gain devient beaucoup plus intéressante. Vous voyez, la précédente, quand on prenait tous les trades, c'était un peu heurté, pareil. Maintenant, quand on filtre, on arrive à avoir une courbe de gain, c'est-à-dire une possibilité de méthode gagnante qui est intéressante. Donc, c'est encore une fois l'importance du filtre que vous utilisez. Donc, essayez d'utiliser des filtres performants de manière à ce que ce soit performant sur le passé. Bien sûr, ça ne présage pas de l'avenir, mais globalement, moi, je préfère utiliser une méthode qui a fonctionné sur le passé plutôt qu'une méthode qui n'a pas fonctionné sur le passé. Donc, j'ai plus confiance, même si ça ne préjuge pas de l'avenir, j'ai plus confiance en utilisant quelque chose qui a fonctionné plutôt que quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, voilà globalement ce qu'on peut dire sur la MACD, c'est-à-dire faites attention
à, par exemple, différencier les marchés du matin et les marchés de l'après-midi. Ici, on est sur le futur Eurostoxx. Hein. Donc, différencier bien les marchés du matin et le marché de l'après-midi, ça peut être très utile parce qu'on s'aperçoit assez souvent sur les divergences, enfin quelquefois tout au moins, que les divergences fonctionnent le matin et pas l'après-midi ou inversement. Donc, c'est quelque chose qu'il vous faut prendre en compte. Toujours regarder sur quel type de marché, le matin, marché relativement calme, sans les US. Et par contre, dès que les US arrivent, on se retrouve avec, ici l'après-midi, on se retrouve, vous voyez, avec énormément de trades, mais globalement quelque chose de beaucoup moins intéressant. En fait, pas intéressant du tout d'ailleurs. Voilà en ce qui concerne donc la MACD. À retenir, donc bien différencier le matin et l'après-midi et essayer de bien filtrer vos trades, qu'il y ait une bonne poussée dans le bon sens à chaque fois. Maintenant, on va voir le RSI, ce que donne le RSI en fait. Donc le RSI, Relative Strength Index, c'est index de force relative, qui n'a rien à voir avec la force relative, hein, en fait. Mais il s'appelle comme ça, bon, ok. En fait, le RSI, c'est un indicateur de gain en clôture. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre dans la façon de le calculer. On se fiche un peu de la formule, mais globalement, le RSI sur X périodes, c'est le gain depuis une période, plus le gain depuis 2 périodes, etc., jusqu'au gain depuis X périodes. Et puis, on ramène ce gain par une jolie méthode mathématique entre 0 et 100. Et 50 étant le gain égale 0. Et si on est en dessous de 50, c'est perdant. Si on est au-dessus de 50, c'est gagnant. Donc voilà la méthode de classique du RSI, d'indication du RSI. Alors, il est toujours important de savoir à quoi correspond un indicateur quand on l'utilise. N'utilisez pas des indicateurs dont vous ne connaissez que ça c'est les chiens, il ne faut pas faire attention. Dont vous ne connaissez que l'aspect, mais dont vous ne comprenez pas la méthode de calcul. Alors ici, je vais utiliser le RSI 5, qui est un RSI globalement petit, en fait, c'est-à-dire qu'on examine le gain par rapport aux 5 dernières bougies. Et ce qu'on vous dit essentiellement dans les livres, c'est que si on passe d'un RSI inférieur à 30 à un RSI supérieur à 30, alors c'est un signal d'achat puisqu'on sort d'une zone de survente en fait. Hein. C'est-à-dire que le RSI monte, et il était perdant et là, il va se diriger vers le côté gagnant. Vous voyez, le RSI monte, il était perdant, il passe les 30, il se dirige vers le côté gagnant et l'idée c'est de prendre cette partie-là du graphe, c'est-à-dire l'impulsion gagnante qui suit. Alors en pratique, quand on essaye de l'utiliser, par contre, quand on met ça de façon systématique pour voir mathématiquement si on peut gagner globalement avec ce système, eh bien on voit que la courbe de gain est très très irrégulière. Ici, j'examine uniquement les retournements haussiers. Donc c'est pas très étonnant qu'en période baissière on soit très perdant en fait, mais vous voyez que même en période haussière ou en période de range ici, on arrive difficilement à gagner de l'argent et dès que le marché se dirige vers le bas, hop, la méthode de retournement haussier, de passage de inférieur à 30 à supérieur à 30 devient extrêmement perdante. Alors, si on utilise non plus le RSI 5, mais le RSI 14, qui est un RSI je dirais que c'est le RSI standard, sauf erreur de ma part, un RSI pas trop long, pas trop court, le RSI 5 étant un RSI court quand même. Donc, on voit qu'avec une période gagnante qui est ici, en fait, hein, c'est cette période de forte hausse des cours, là, on arrive à gagner de l'argent, ce qui n'est pas très étonnant avec un système acheteur, mais que dès que les cours se mettent à vasouiller un petit peu, même s'ils continuent à monter, on n'arrive pas à gagner de l'argent. En fait, ça ne rapporte rien. On voit que la courbe de gain reste à plat. Ça n'a pas d'intérêt en soi.
Alors, comme on n'a rien de satisfaisant avec les paramètres usuels, c'est-à-dire le passage de RSI inférieur à 30 à RSI supérieur à 30, je vous passe les recherches, mais j'ai regardé ce que donnait une courbe de gain si on passait non pas de inférieur à 30 à supérieur à 30, mais de inférieur à 65, cette fois, jusqu'à supérieur à 65. C'est-à-dire si le RSI passe les 65, et de préférence, il reste quand même en dessous de 70 pour qu'il reste un petit peu de jus derrière. Et là, on voit qu'on obtient globalement un meilleur résultat, hein, toujours uniquement le sens haussier. Oui, en très long seulement, vous voyez. Vous avez toujours tout ce qui est réglable ici, hein, sans problème. Donc, vous pouvez le reproduire chez vous. Et on voit que cette fois, bien sûr, mis à part cette partie baissière des cours, on arrive globalement à quelque chose qui plutôt est orienté à la hausse au niveau de la courbe de gain, ce qui veut dire que globalement, on arrive à gagner un petit peu d'argent en utilisant le passage du RSI au-dessus de 65, en dessous de 65 à au-dessus de 65. Dans la partie baissière ici, on a une volatilité un petit peu importante du gain, mais dès qu'il y a une partie haussière brusque derrière, on voit que le RSI 5 nous permet de gagner quand même de l'argent globalement. Maintenant, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire ici, puisque le trade moyen, n'oubliez pas, ça c'est quelque chose de très important. On est sur le futur DAX, 25 € le point. Donc le trade moyen sera égal à 5-6 points à peu près. C'est-à-dire qu'en moyenne, on gagne 5-6 points. C'est bien, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas extrêmement satisfaisant, surtout pour un système comme ça qui va rester en place, une position qui va rester en place pendant 14 bougies, donc 14 fois 15 minutes. Je dirais qu'on doit pouvoir faire mieux. Alors, ici, toujours avec le RSI5, j'applique un filtre. J'ai passé les filtres de moyenne mobile, les choses comme ça. Je ne les ai pas mis lors du webinaire parce que c'était pas intéressant globalement. Donc là, je vous ai mis uniquement où on obtenait un bon résultat. Donc le RSI5, cette fois, en filtrant avec le MTF, comme ça, on arrive cette fois à une courbe de gain beaucoup plus intéressante et à un trade moyen qui est de 327 € au lieu du trade moyen qu'on avait ici de 142 €. Donc vous voyez, le trade moyen est beaucoup plus important et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de trades, mais on gagne non seulement régulièrement, mais aussi beaucoup plus par trade. Au niveau du RSI 14, il est moins réactif et on n'obtient pas des résultats aussi satisfaisants, même avec un filtre qui est ici le meilleur et que j'ai trouvé, c'est la MME 15. C'est le meilleur filtre que j'ai trouvé sur le RSI 14, donc la moyenne mobile exponentielle 15, mais on n'obtient quand même pas quelque chose d'extrêmement satisfaisant, bien qu'on ait un trade moyen de 254. Là, on voit qu'on a une énorme période sans gain, donc ça veut dire que sur toute cette partie-là, ici, on gagne de l'argent, mais sur toute cette partie-là, on n'en gagne pas, et même avec les frais, on va probablement en perdre. Donc RSI 14, moins intéressant pour le passage au-dessus de 65. Maintenant, on peut regarder l'efficacité également des divergences de RSI 14. Donc là, on a vu les divergences de MACD, c'est exactement la même chose, les divergences sur le RSI. Il s'agit de divergences normales. Hein. Je vous passe les divergences inverses. Là, c'est divergences normales. Et on arrive à une courbe de gain qui est relativement intéressante, mais très hachée quand même, avec des hauts, des bas, pas une régularité extraordinaire. Voyez. Là, on utilise toutes les divergences de RSI 14 haussière sans aucun filtre. Là, j'ai appliqué le filtre MTF et on voit que le gain, certes, est un petit peu plus régulier, mais globalement, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau, vous voyez, globalement, ça n'apporte pas quelque chose de fantastique. Hein. Là, j'ai été obligé avec le MTF d'intégrer une moyenne mobile 4 également. Donc ça, c'est le meilleur résultat que j'ai obtenu. Il est insuffisant.
bien qu'on gagne à peu près 4 points par trade. Donc, c'est très difficile sur les divergences de RSI 14 d'arriver à gagner de l'argent. Je ne vous ai pas mis les divergences baissières parce que là, c'est pire. Donc, les divergences de RSI, globalement, contrairement au passage de MACD, par exemple, au-dessus de 65, au passage de RSI au-dessus de 65, les divergences de RSI sont très difficiles à trader et ne donnent généralement pas un résultat satisfaisant. Je passe maintenant au stochastique. Alors, l'indicateur stochastique rapporte la position des cours du cours actuel par rapport au plus haut et plus bas de l'intervalle de valeur précédente. Ça veut dire qu'un stochastique 12 donne la position des cours par rapport aux 12 bougies, au plus haut et plus bas des 12 bougies précédentes, tout simplement. 3, c'est la moyenne mobile du RSI, et 70-30, c'est les jolis petits traits à 70 et à 30 en ce qui concerne les paramètres. Là, j'ai utilisé pareil le stochastique en cherchant à quel niveau il est intéressant d'entrer long, par exemple, au passage des 55. C'est-à-dire quand qu'est-ce que je raconte moi je sais plus où j'en suis à force. Quand le stochastique passe de 55, enfin de inférieur à 55 à supérieur à 55, on arrive à trader les longs et avoir une courbe de gain qui est montante, certes, mais pas très intéressante globalement, le trade moyen étant trop petit. Quand le trade moyen est trop petit, eh bien, on essaye de filtrer derrière. Ici, vous avez le réglage du stochastique, c'est-à-dire un 12-3, 12 le stochastique et 3 la moyenne mobile. Et là, la façon dont il faut régler la nanotrader pour que l'interprétation soit bonne. C'est-à-dire qu'on entre dans la zone supérieure, on est à 50, rester dans la zone supérieure, etc. Donc ça, si vous voulez régler et refaire ce graphe, il va falloir également utiliser ceci. Régler l'utilisation de l'interprétation pour deux zones. Alors, ici, je suis long, donc j'examine également les longs. Ça, on avait ça là jusqu'à présent, donc beaucoup de trades. Et ici, j'applique un time stop, c'est-à-dire je stoppe au bout de 20 bougies et je filtre avec le Mogalef Trend Filter. Et là, vous voyez qu'on a, alors, vous voyez, en période de range étroit globalement, on n'arrive pas à gagner de l'argent sur les longs. Par contre, dès que les cours montent un petit peu, ou même beaucoup ici, on arrive à gagner de l'argent avec ce passage. Donc voilà les réglages du Mogalef Trend Filter. Alors, vous voyez la différence entre ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire sans filtre, du passage des 55. Je vous rappelle, c'est la stochastique qui passe les 55. Rien à voir donc avec la moyenne mobile. À titre indicatif, je l'ai enlevé aussi, mais ça faisait partie de la conférence. À titre indicatif, le passage du stochastique au-dessus de sa moyenne mobile, ça génère un système perdant. En fait, là, si vous utilisez ça systématiquement, c'est un des bons moyens de perdre de l'argent. Alors, ce qu'il faut voir aussi, ici, vous voyez, on n'avait pas de filtre, et je vous ai dit, c'est globalement haussier, mais trade moyen assez ridicule en fait. 80 € pour le DAX futur, ça fait 3 points. 3 points, c'est pas jouable avec le spread, etc. Et là, par contre, dès qu'on utilise un filtre un peu plus sévère, ici le Mogalef Trend Filter toujours, on arrive à un trade moyen qui n'est plus de 80, mais de 344 €. Donc, encore une fois, l'importance des filtres que vous utilisez est toujours vérifier si vos filtres sont efficaces ou pas. Alors, moi, j'utilise de préférence le Mogalef Trend Filter parce que je sais d'expérience parce que il n'est pas structuré comme les autres, en fait. Vous avez vu qu'il a possibilité de détecter non pas l'évolution des cours, mais la poussée. La poussée, est-ce que la poussée dominante est baissière? Est-ce que la poussée dominante est haussière? Et également, est-ce que la poussée
actuellement dominante et latérale, c'est-à-dire est-ce qu'on a une poussée plutôt range. Donc, ce qui permet de filtrer également les ranges, de les utiliser ou de ne pas les utiliser. C'est pour ça que j'utilise de préférence le MTF. C'est pas un oui, non. C'est pas oui, je suis au-dessus d'une moyenne mobile, oui, je suis en dessous d'une moyenne mobile. Là, il y a 8 cas différents qui permettent donc de filtrer de façon beaucoup plus efficace, puisqu'en plus, on a le range. Alors, ça, c'était donc le passage de la stochastique, je vous rappelle, au-dessus des 55. Maintenant, on examine les divergences de stochastique. Donc, sans les filtres, l'utilisation des divergences de stochastique nous donne, la souris, quelque chose de très, très haché, a priori pas utilisable. Ici, on est toujours sur le futur DAX. On cherche les divergences haussières ici de stochastique et on s'aperçoit que c'est très difficile à utiliser. Alors, même problème, même position. Ici, j'ai le filtre dont je vous avais parlé au départ. Vous savez, la zone neutre. Donc là, en utilisant ce filtre de zone neutre, c'est-à-dire au-dessus ou en dessous de la zone neutre, en fait, globalement, ça revient à ça. Plus exactement, quel est le sens de déplacement de la zone neutre? C'est ça le filtre. La zone neutre, je vous rappelle, c'est la moyenne mobile 150, exponentielle 150 et le retracement 90. Donc, et l'indicateur de zone neutre peut être téléchargé et peut être utilisé directement. Donc là, vous voyez, on arrive à quelque chose de un peu plus régulier, mais très haché quand même, avec des petits problèmes dès qu'on rencontre un marché un petit peu, voilà, en range un petit peu serré ici, vous voyez. Sur ma fin ici, ça, les pertes qui sont là correspondent à un range un petit peu serré. Donc, on n'est pas à l'abri en utilisant le filtre zone neutre, parce que là, on passe carrément, vous voyez, d'un gain de 150 000 euros à un gain de 100 000 euros, c'est-à-dire même pas 90 000 euros. C'est-à-dire qu'on se prend 60 000 euros dans la tête. C'est difficile à gérer. Ici, j'utilise par contre le filtre Mogilev Trend Filter. Et donc là, on s'aperçoit que c'est assez facile en filtrant sévèrement. Le filtre ici est sévère. Vous avez les réglages là. C'est-à-dire que sur l'ensemble des cas, on n'en utilise que deux. On utilise les cas où la poussée haussière est à son maximum et on utilise également les cas où la poussée baissière est à son maximum. C'est-à-dire on prend le trade uniquement dans ces cas. Et curieusement, mais bon, c'est comme ça, là, on obtient une courbe de gain qui est beaucoup plus régulière, c'est-à-dire qu'en filtrant uniquement, en prenant uniquement les cas où la poussée haussière est très forte ou les cas où la poussée baissière est très forte, eh bien, à l'achat sur les divergences, on arrive à quelque chose d'intéressant sur les stochastiques, quelque chose de régulier. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire que les divergences de stochastique doivent être utilisées de préférence quand il y a une forte poussée haussière ou une forte poussée baissière, mais pas dans le mou. Le mou, il faut mieux éviter. Donc voilà en ce qui concerne les stochastiques, les caractéristiques principales et les situations dans lesquelles on peut utiliser les divergences sur stochastique. Maintenant, je vais vous parler d'un indicateur qui est en standard également sur la NanoTrader, qui s'appelle la stochastique pondérée moyen terme, STPMT. Donc là, on va utiliser les divergences pour cet indicateur. Alors, qu'est-ce que cet indicateur? Il est à base de stochastique. En fait, c'est une combinaison de 4 stochastiques qui sont les stochastiques 5, 14, 45 et 75, c'est-à-dire 2 stochastiques relativement courtes et 2 stochastiques relativement longues. Les 2 rapides sont utilisés dans le trading pour le timing et les 2 longues pour les grands cycles et la tendance. Donc là, vous voyez par exemple une visualisation en fait de la stochastique. Alors, l'inconvénient entre guillemets, c'est que là, il y a plein de courbes dans tous les sens, mais la STPMT, c'est le rouge-gras. Ce qu'on voit en vert, en rouge, en bleu et en jaune, en petits traits, ce sont les composantes de la STPMT. Il peut être utile
de voir comment se comportent ces composantes en même temps que la STPMT. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'aspect cyclique. Est-ce qu'on est après une phase haussière? Est-ce qu'on est après une phase baissière? Vous voyez, par exemple, ici, on a une phase haussière des cours, OK. On a une phase baissière de STPMT avec des cours qui sont latérales. Donc, à ce moment-là, il y a de fortes chances que dès qu'on se retourne, on ait une phase haussière derrière. La phase haussière ici dure relativement peu, mais elle peut durer beaucoup plus longtemps, bien sûr. Donc, les deux rapides pour le timing, c'est ça, et les deux longues pour la tendance générale. Alors, vous voyez, ça, c'est la stochastique longue pour la tendance générale, et on voit que la STPMT elle-même va se déplacer entre 0 et 100. Si la STPMT fait des oscillations en bas, en fait, c'est que la tendance était globalement baissière. À partir du moment où elle se déplace pour faire des oscillations en haut, hein, en gros entre 40 et 100, eh bien, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Donc, à partir du moment où la STPMT se dirige vers le haut, hein, ou reste dans le haut, en fait, vous avez des possibilités d'entrée de timing et vous savez que la tendance globale est baissière. Et puis, si jamais on se dirige vers quelque chose de baissier, vous voyez encore la STPMT qui descend pour aller se placer dans la période bas, dans l'intervalle bas, donc qui vous indique que la tendance est globalement baissière. Donc voilà l'utilisation globale de la STPMT dans le trading discrétionnaire. Maintenant, on va voir les divergences donc de STPMT sans les filtres. Ici, on est sur le futur Eurostoxx. Oui, donc on s'aperçoit que sans filtre, uniquement ici pour les entrées longues, hein, on obtient quelque chose qui ne rime pratiquement à rien, c'est-à-dire que les divergences de STPMT ne semblent pas efficaces. Alors, si on filtre la STPMT avec la zone neutre, hein, qui est aussi un indicateur de tendance hein, sur le fond, on arrive à quelque chose qui n'est toujours pas utilisable en fait, parce que ça ne gagne pas assez tout bêtement, hein, mais globalement cette fois positif. Donc ce n'est pas suffisant non plus, les divergences de STPMT avec le filtre zone neutre ne sont pas suffisants pour gagner un petit peu d'argent, enfin correctement disons. Et là, on a la STPMT avec le MTF, le Mogarev Trend Filter, où on a une courbe qui est globalement bien orientée, mais pas forcément extrêmement gagnante. Donc, c'est assez difficile de tirer quelque chose apparemment de la STPMT, de ces divergences. Ici, j'ai combiné le filtre Mogarev Trend Filter. Alors, quand vous utilisez un filtre, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à un filtre. Vous pouvez essayer d'utiliser des combinaisons de filtres. Les combinaisons de filtres seront très souvent intéressantes. On filtre et on filtre sur le filtre. Ici, le trade moyen est quand même un petit peu plus intéressant, à peine, mais on voit que la courbe est relativement régulière et surtout sans zone de baisse, en utilisant donc un filtre moyenne mobile 4, c'est-à-dire qu'on va prendre les signaux qui ont déjà été filtrés par le Mogarev Trend Filter et la MM4 c'est-à-dire qu'on prendra ces signaux uniquement si on est supérieur à la MM4 et on ne le prendra pas si on est inférieur à la MM4. Je vous rappelle qu'ici, il s'agit uniquement des entrées longues qui ont été testées. Et on arrive en fait à quelque chose d'intéressant aussi au niveau trading. Donc ici, on a les divergences de STPMT sur du 15 minutes. Hein, sur du 15 minutes avec le MTF en route, en place. Donc on s'aperçoit que le matin, en fait, le DAX, l'utilisation des divergences STPMT sur le DAX est perdant. Alors que si on prend l'après-midi, on s'aperçoit que les divergences de STPMT sur le DAX est largement gagnante, avec un trade moyen cette fois qui est très intéressant aussi, puisqu'on voyait à chaque fois que vous rentrez sur le marché, vous avez en moyenne un gain de 411 €. Donc vous voyez, c'est très important de différencier aussi les marchés. On avait un indicateur qui n'était pas des divergences qui n'étaient pas particulièrement efficaces.
Et par contre, dès qu'on différencie le matin et l'après-midi, eh bien, on a une efficacité totalement différente. Et ce qui signifie en fait que globalement, les divergences de STPMT, le matin, on laisse tomber, l'après-midi, on les regarde. Donc là, on est passé vraiment vite, hein, je suis désolé, mais je suis limité au niveau horaire. Et donc, si vous avez des questions, on les prend. Donc, on a vu l'ensemble des indicateurs. On a vu quelques figures graphiques, quelques indicateurs, pas tous bien sûr, et leur utilisation. Donc, ce PowerPoint, vous pouvez le retrouver. Vous pouvez le retrouver. Où est-ce que je suis moi? Donc, vous pouvez le retrouver dans le menu Home toujours. Cette fois, ce sont les conférences de 2022. Donc, vous regardez les conférences WHS de 2022 et vous avez le PDF de la conférence qui est ici. PDF conférence du 12 mai, vous voyez. Donc là, vous avez possibilité de télécharger le PDF de la conférence que je suis en train de faire. Voilà. Et vous avez l'ensemble des dias qu'on vient de voir, plus les diapositives qui étaient dans la conférence elle-même, mais qui ne sont pas dans le webinaire parce qu'il fallait un peu plus vite. Voilà, je peux vous montrer quoi? Les indicateurs, c'est fait. Mode d'emploi des indicateurs, c'est fait. Le forum, éventuellement, je vous parle rapidement du forum Mogalef. Je vous conseille de vous inscrire sur le forum Mogalef. La prochaine conférence que je donne sera une conférence très importante sur la psychologie, la façon de trader et quelques données techniques aussi intéressantes. Par contre, je le ferai en conférence, je ne le ferai pas en webinaire et le PDF de la conférence ne sera disponible que pour les gens qui ont participé à la conférence physique et pour les gens qui sont inscrits sur le forum Mogalef, qui recevront également le mot de passe. Donc ça ne vous coûte rien, vous ne serez pas emmerdé, vous n'aurez pas de mail, de pub, etc. C'est juste une inscription, mais ça me permet, si vous êtes intéressé, de vous avoir dans la mailing list et de pouvoir vous envoyer le mot de passe. Bien, et ben, merci. On a fini. Oui, merci Eric pour cette présentation. Merci d'avoir là aussi tenu le timing. Donc, nous avons encore, bien sûr, beaucoup de webinaires et beaucoup d'activités. Eric Lefort, vous pourrez le retrouver le 23 juin dans une nouvelle journée de formation. Donc, ça, c'est dans quelques jours. Il reste des places. C'est du présentiel, c'est pas du webinaire. Donc, il faut absolument vous inscrire et réserver votre place pour cette journée du 23 juin, journée où il y aura 2 intervenants. Donc, Eric sera en matinée et Philippe Lermy sera en après-midi. On fera comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'on proposera aux participants de la journée de déjeuner ensemble le midi sur un créneau de 2 heures. Donc, ça permet là encore d'échanger abondamment durant le repas et d'aborder beaucoup d'autres thèmes liés au trading, mais pas forcément évoqués dans les formations qui seront faites dans les interventions du matin. Une précision à propos du 23 juin, ça concerne le trading discrétionnaire. Donc, on ne parlera pas de trading automatique, mais surtout de trading discrétionnaire, c'est-à-dire ce qu'il faut pour être en position de gagner en fait en trading discrétionnaire et ce qu'il faut absolument éviter et ce qu'il faut réellement faire. Ce qui est très, très difficile. Mais une fois qu'on sait, ça va mieux. Parfait, merci Eric donc pour ces précisions. Donc là encore, ce webinaire, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Il sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc ce sera une occasion de le retrouver pour les personnes inscrites qui n'ont pas pu assister au live ou pour bien sûr toutes les personnes qui consulteraient après coup la chaîne vidéo.